Bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir, et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Encore une fois, je peux dire que je suis chanceuse. Je me trouve au tribunal de justice. Tribunal judiciaire. Tribunal judiciaire de Limoges. Alors, non pas pour moi, je vous rassure, mais pour rencontrer Madame Émilie Abrantès, on dit comme ça ? C'est comme ça, exactement. Abrantès, procureure de la République à Limoges. Alors, cette rencontre est possible dans le cadre du partenariat avec l'Association des maires ruraux de France, avec qui depuis plusieurs semaines, voire même depuis plusieurs mois, je produis des épisodes hors série sur les violences intrafamiliales en ruralité. Ensemble, nous aborderons des sujets forts, justice, ruralité, violences faites aux femmes et aux enfants, solidarité et actions concrètes sur le terrain. Bonjour Madame la procureure. Bonjour Sandrine. Donc je vous donne tout de suite la parole pour que vous puissiez vous présenter. Merci beaucoup. Donc je suis Émilie Abrantès, procureure de la République de Limoges depuis 1 an maintenant. J'étais auparavant procureure de la République à Brive-la-Gaillarde, en zone rurale également. On va commencer par le parcours et l'engagement personnel. On dit parfois que certains parcours bousculent les lignes, alors celles où l'on franchit des frontières sociales, où l'on déjoue les attentes. Est-ce que ça vous parle, ça ? Oui, évidemment, ça me parle, puisque je pense que rien ne me conduisait à devenir procureure de la République. Je suis issue d'une famille d'immigrés portugais, puisque mes parents sont arrivés, en tout cas mon père est arrivé en France pour épouser ma mère, qui elle-même était la fille d'un couple de Portugais qui avait émigré dans les années 60 pour fuir effectivement la situation politique complexe du Portugal de l'époque, et aussi pour émigrer pour des raisons économiques. Donc, je n'ai pas évolué, disons, dans un environnement qui me conduisait naturellement à intervenir dans le milieu judiciaire, puisque mes 2 grands-mères étaient analphabètes, que mon père est ouvrier, ma maman était femme de ménage, et donc j'ai fait des études de droit qui m'ont conduite à être aujourd'hui procureure. J'en suis évidemment ravie, mais disons que c'est pas un chemin très spontanément tracé. D'ailleurs, je m'étais noté à quel moment vous avez senti que la trajectoire sortait des sentiers battus. Alors, je sais pas si j'évoquerais le fait de sortir des sentiers battus, mais ce qui est sûr, c'est que très vite, je me suis rendu compte que l'école allait être la clé pour moi, en fait, l'école de la République. Très rapidement, je me suis passionnée pour l'école, et puis au fil des rencontres, il y a des enseignants qui ont dit à mes parents qu'il faudrait me pousser dans les études, et puis c'est un discours que j'avais à la maison, c'est-à-dire que mes parents avaient bien compris qu'ils n'avaient pas forcément les clés, les codes en matière de culture ou même de savoir. Par contre, l'école était très importante à la maison, la réussite scolaire. Donc on m'a porté dans les bonnes écoles, j'ai fait des belles rencontres, puis de fil en aiguille, j'ai continué mes études. Et qu'est-ce que ça aurait pu être à part le droit ? La médecine peut-être, parce que j'ai quand même une vraie appétence, un vrai intérêt pour la sphère médicale. Et est-ce que c'est un hasard, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier de miroir ? Mais en tout cas, c'est ma sœur qui a pris qui a pris la route de la médecine. Donc j'ai une sœur médecin qui est aussi très très engagée dans son métier, puisqu'elle travaille comme moi au profit du service public en hospitalier. Et puis moi j'ai pris la route du droit, mais j'ai un vrai intérêt pour cette matière-là. J'aime beaucoup travailler avec les médecins, avec les soignants de manière générale, et d'ailleurs je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans ce podcast. Je pense. Quel rôle le territoire et la ruralité ont-ils joué dans ce cheminement ?
Alors effectivement, le podcast s'intitule Les nouvelles filles de la campagne. Moi, je suis une fille plutôt de la ville, en réalité faussement de la ville, puisque, ainsi que je vous le disais tout à l'heure, mes parents étant portugais, tous mes étés, je les passais à la campagne. Et alors quand je dis à la campagne, c'est vraiment au fin fond des montagnes du Portugal, dans une zone absolument pas touristique, voilà, vers Plus campagne que moi. Ah, je pense, parce qu'il y a vraiment, vraiment pas grand-chose autour. Et donc, toute mon enfance, c'est les 2 mois d'été, on partait en voiture depuis la Normandie. Donc, c'était plus de 20 heures de route. À l'époque, c'était pas du tout raisonnable de conduire avec très peu de pauses pour arriver jusqu'au Portugal. Et puis, c'était des vacances finalement très, très studieuses, puisque comme il n'y avait absolument rien à faire au fin fond de ces montagnes du Portugal chez mes grands-parents, eh bien c'était la lecture, les promenades et voilà le calme. Donc voilà, la campagne, c'est mes grands-parents agriculteurs, c'est aller jouer voilà dans les jardins, ramasser les fruits dans les vergers. Voilà, la campagne pour moi c'est mon enfance, même si j'y suis allée bien plus tard que l'enfance, puisque tous les étés jusqu'à ma vingtaine bien passée, j'allais au Portugal avec ce souhait de me ressourcer. Puis après, la ruralité, c'est vite devenu quand même une réalité professionnelle, puisque quand on passe le concours de la magistrature et qu'on voit les sorties de poste proposées aux étudiants, enfin aux apprentis magistrats, on va dire ça comme ça, on nous propose quand même très très vite des zones où il y a des manques, où il faut aller. Ce qui nous permet d'aller dans des endroits dans lesquels on serait pas spontanément allés. Parce que c'est quoi? C'est perçu comme une punition? Pas comme une punition, mais comme un véritable besoin. C'est-à-dire, c'est un manque, en fait. Il y a des zones où il n'y a pas vraiment beaucoup de vacances de poste parce que elles sont très prisées. Et puis, il y a des zones très rurales où, pour des raisons différentes, il y a des manques. Et donc là, effectivement, ces manques sont souvent pourvus par des sorties d'école. Donc, ce qui m'a permis de prendre mon premier poste dans les Landes, à Mont-de-Marsan. Sympa, les Landes. Ah ben moi j'étais ravie, Ah ouais. j'étais très très contente d'aller dans les Landes. Et puis après de travailler en Dordogne, en Haute-Vienne, en Vienne. Voilà, j'ai quand même beaucoup travaillé Toujours en sur ruralité. le sud-ouest. Toujours sur le sud-ouest, à part une petite exception, je suis remontée en Normandie sur mes terres natales quelque temps, mais j'y suis pas restée longtemps puisque j'ai eu une autre opportunité professionnelle qui m'a amenée dans la Vienne. Et puis très vite la Corrèze, qui voilà, qui a été une expérience formidable dont On va je vous parler tout à parlerai, l'heure. voilà. Et maintenant, voilà la Haute-Vienne. Donc des territoires de ruralité qui pour moi s'inscrivent dans un parcours professionnel. Je n'ai jamais travaillé en zone hyper urbaine autour de Paris, par exemple. Voilà, ça c'est une expérience que je ne connais pas, qui est très intéressante. En plus, pour un procureur, on n'a pas du tout affaire au même type de criminalité. Donc voilà, c'est une délinquance encore différente. Voilà. Moi, j'y tire un véritable enrichissement, en fait. Je me nourris de ces changements parce qu'on rencontre des personnes différentes, on peut mener des projets, faire des constats, voir les manques, souhaiter y remédier. Donc, voilà, moi, c'est aussi beaucoup de défis. Ouais, j'allais dire, à chaque fois, c'est un petit challenge. Exactement, Nouveau, exactement. une remise en question, Tout à fait. nouvelle découverte. Oui, oui, tout à fait. Et puis, ça évite de s'ennuyer. Ouais. Et la magistrature nous permet de faire tellement de choses différentes que vraiment, on peut pas s'ennuyer. Dépoussiéré à chaque fois. Ok, très bien. Allons-y pour, dans le vif du sujet, violence intrafamiliale. Vous avez annoncé que la lutte contre les violences intrafamiliales et une meilleure prise en compte des enfants dans ces dossiers serait une de vos priorités. Ça, vous me l'avez dit, et puis je l'ai vu, je suis allée fouiner sur LinkedIn, entre autres, et puis sur les articles, des articles de journaux. Dites-moi tout. Alors oui, c'est une priorité. Déjà, c'est une priorité ministérielle, ça c'est une réalité. Vous le savez que c'est quand même un discours qu'on entend, voilà, depuis quelques années. Moi, je considère que c'est une réalité que je constate en fait sur le terrain, puisque j'ai toujours été au parquet, donc je suis voilà procureur, substitut du procureur, vice-procureur. J'ai fait toute ma carrière au parquet. On voit passer en fait tellement d'affaires avec des situations complexes. On ne peut pas être hermétique à ce que l'on voit. Même si on est professionnel, on est forcément concerné. Les violences intrafamiliales, c'est une priorité. Pourquoi ? Parce que c'est l'avenir, en fait. Quand on a des enfants qui sont en proie à des violences auxquelles ils assistent, il faut forcément mettre des choses en place. Sinon, et c'est une réalité qui est sociétale et statistique, c'est malheureux, mais c'est vrai, même s'il n'y a pas de déterminisme et qu'on ne reproduit pas forcément l'histoire de ses parents,
malgré tout, on a quand même des prédispositions, on va dire ça comme ça, à se retrouver dans des situations similaires. Donc moi, je me sens vraiment concernée par ce combat. Il y a plein de choses que l'on peut mettre en place et on a fait de grands progrès. Mais effectivement, oui, c'est une de mes priorités. Je me sens légitime à mon poste de procureur pour faire des choses, pour essayer de faire avancer les choses. Et je m'en voudrais beaucoup de n'avoir qu'une réponse pénale apportée à un fait, sans essayer d'en comprendre les mécanismes et sans essayer, en tout cas, de faire en sorte d'y remédier. À mon humble niveau, je sais parfaitement quelle est ma place, mais voilà. Les chiffres, je ne sais pas s'ils sont encore corrects. On dit que 49% des violences faites aux femmes ont lieu en ruralité, alors qu'on est 33% à y vivre. C'est ça, les chiffres? Ce qui est certain, c'est que il y a quand même une disparité entre la révélation des faits en zone rurale et la révélation des faits en zone urbaine. C'est d'ailleurs pour ça que moi je souhaite me rapprocher des élus pour mettre en place un maillage pour favoriser cette révélation. Mon constat, c'est qu'il est quand même peut-être plus facile de révéler des faits quand on est en zone urbaine que lorsque l'on est établi en zone rurale. Pour des raisons qui tiennent aussi à l'invisibilité quand même des victimes de violences intrafamiliales en zone rurale. C'est quand même moins facile quand on est isolé, quand on n'a pas les relais, quand on ne sait pas vers qui se tourner, de passer la porte de la gendarmerie nationale, puisque en zone rurale, évidemment, c'est la gendarmerie qui est installée, qui est implantée. Oui. C'est un constat que l'on fait souvent dans le cadre de la permanence pénale, que nous on tient au parquet, et on constate que en zone urbaine, il va y avoir plus de sentinelles finalement, plus de personnes pour aider les assistantes sociales, Oui. les voisins. Il y a plus de monde tout court, quoi. Enfin, Il y a plus de monde toute tout façon. court en fait. Alors sans tomber dans la caricature d'une ferme très isolée avec personne autour. Voilà, évidemment, la ruralité, ce n'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas que ça. Sans tomber dans cette caricature-là, il y a quand même véritablement des barrières, des freins à la révélation de la parole en zone rurale. Ce serait quoi? Les freins? Ouais. Alors, les freins, ils tiennent déjà à cette absence de relais, de structure, d'associations. Les associations, même si elles sont majoritairement implantées en zone urbaine et qu'elles ont parfois des relais, c'est pas toujours simple de se rendre dans une permanence, dans une gendarmerie, pour aller déposer ce qu'on a à déposer. Et puis, il y a aussi une réalité de la zone rurale, c'est que, et c'est ce que disait d'ailleurs très bien Dominique Chapuis dans ses interviews, dans ses podcasts, quand elle a été amenée à s'expliquer sur ce sujet. Il y a une forme de paradoxe en zone rurale, c'est que tout le monde se connaît. Et pour autant, on se connaît, donc on va peut-être pas non plus facilement pousser la porte de la gendarmerie. Dominique Chapuis avait dit quelque chose d'intéressant que je trouve assez vrai. Parfois, on joue au foot avec le gendarme le dimanche matin. Mais c'est pas pour autant que le gendarme sera pas qualifié pour prendre la plainte, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a des formes de freins aussi intellectuels, des préjugés, des fantasmes que peuvent avoir les gens. Et c'est peut-être pas facile en fait quand on a les enfants dans la même école. Oui, non, mais c'est plus vrai. anonyme en zone urbaine et peut-être que la parole est plus confidentielle. Et ça, c'est une réalité pour le coup. Il en est de même des mairies. Pour en avoir discuté récemment avec une élue qui disait oui, la mairie c'est bien, mais en même temps, la secrétaire de mairie, parfois, c'est la cousine de l'auteur. Enfin, quand tout le monde se connaît vraiment. Voilà. Oui, Donc, non, mais j'imagine là. Enfin, je vois chez moi, vous voyez. dans mon village, Voilà. c'est comme ça, effectivement. Et donc, c'est ces freins-là qu'on souhaite lever de plusieurs manières, en fait. Soit en allant vers, c'est un discours qui est beaucoup porté, aller vers les victimes, donc pour les aider à passer ce frein, soit en mettant à disposition des structures, des permanences délocalisées, soit en formant les personnes déjà sur place. Donc les élus, les secrétaires de mairie, les pharmaciens, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, le notaire, enfin toutes les personnes de proximité avec lesquelles on est susceptible d'avoir des contacts, mais ça peut être le guichet de poste qui fait aussi premier service, enfin les premiers commerces.
En fait, ce maillage en ruralité, il est nécessaire, il est indispensable pour pallier ces difficultés dont on a parlé. C'est vrai que la pharmacie, c'est, je pense, un bon, enfin, c'est pas un bon lien, un bon endroit, mais oui, je pense quand même qu'avec la pharmacie, la pharmacienne ou le pharmacien, ça peut être quand même très intéressant. En réalité, quand on se déplace en zone rurale, on voit que les quelques commerces qui restent implantés, c'est quand même ceux-là. C'est la boulangerie, c'est le pharmacien. Et en fait, il y a eu un partenariat qui a été effectué notamment par le préfet de la Haute-Vienne avec les boulangeries en zone rurale pour mettre sur les baguettes, les emballages du pain, des numéros d'urgence. Ce sont des petites actions. Mais tous ces petites actions mises bout à bout, voilà. Dominique Chapuis dit avec 3 bouts de ficelle, on fait beaucoup de choses en campagne. Eh ben c'est tout à fait vrai. Voilà. Et donc on mise beaucoup sur ces personnes qui sont souvent très engagées et qui, s'ils étaient peut-être un peu mieux formés à la détection de ces violences intrafamiliales, pourraient nous aider, nous magistrats, à pouvoir conduire des enquêtes. Pour rendre visible. Exactement. Vous savez, souvent dans les dossiers, dans des situations très très précarisées, on arrive dans les familles puisqu'on mène une enquête, les gendarmes procèdent parfois à des perquisitions, donc on rentre dans l'intimité des gens. Et on découvre des fois des situations vraiment dramatiques. Et on se demande comment se fait-il que la situation ne nous ait pas été signalée. Alors, dans l'immense majorité des cas, on arrive soit parce qu'il y a eu des violences, soit parce qu'on veut faire des perquisitions pour essayer de trouver des armes, parce qu'il y a des armes aussi, des armes de chasse à la campagne, hein, ça c'est une réalité. Donc voilà, les gendarmes procèdent à des perquisitions et dans la grande majorité des cas, ce sont des actes en fait de pure forme que l'on fait dans le cadre de l'enquête. Ce n'est pas forcément dans des affaires qui sont dramatiques, mais parfois dans certaines affaires très dramatiques qui conduisent à des issues fatales. On se demande pourquoi ces signaux faibles ne nous ont pas été remontés. Signalés, Voilà. Et le lapsus, il est révélateur d'ailleurs, peut-être parfois faute de réseau. Voilà, donc c'est vraiment ce sur quoi on veut s'engager, le parquet de Limoges et le partenariat avec les élus de Haute-Vienne. Pourquoi ce combat est si central pour vous ? Alors, je pense que les procureurs ont quand même tous chacun un petit peu leur marotte. On a souvent quand même, dans le cadre de notre exercice, tellement de champs qui s'offrent à nous que dans le cadre de notre exercice professionnel, il n'est pas rare que les procureurs aient quand même un ou deux sujets de prédilection. C'est vrai que moi, je suis depuis toujours très engagée sur ce combat, à la fois pour une forme, je pense, de sensibilité personnelle. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis surtout, encore une fois, j'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand même un constat de terrain. C'est-à-dire qu'à force de voir ces affaires passer, ces affaires qui sont très très nombreuses, c'est un réel fléau quand même, les violences intrafamiliales, puis ça impacte sur des tas de sujets. Ça impacte sur les conditions de vie, bien sûr, sur le développement des enfants, par exemple, sur leur réussite scolaire, sur le développement de maladies, puisqu'un enfant qui a été victime d'un psychotraumatisme, il a moins de chances d'évoluer favorablement, il y a des comorbidités qui sont présentes. Tout ce que je vous dis, je le dis comme ça, un petit peu à l'emporte-pièce et de manière vulgarisée, mais c'est documenté, c'est scientifiquement prouvé. Donc voilà, moi je me sens engagée sur cette thématique. Je me dis qu'être procureur, si on ne va pas sur ce terrain, c'est qu'on est quand même passé à côté de nos missions. Je veux bien qu'on fasse un petit focus sur qu'est-ce qu'on met dans violence intrafamiliale. Alors, parce que c'est pas clair pour tout le monde. Oui, peut-être. Violence intrafamiliale, ce sont toutes les violences qui ont lieu au sein de la sphère familiale. Et d'ailleurs, j'emploie ce mot, je n'emploie pas uniquement le vocable violence faite aux femmes. C'est violence intrafamiliale parce que l'auteur commet des violences sur sa victime et aussi de fait sur les personnes qui sont au sein de cette famille. Des dommages collatéraux. Exactement. Il y a des dommages collatéraux. Alors la loi a évolué d'ailleurs et ça c'est extrêmement intéressant et très important. C'est une grande avancée parce que auparavant, les enfants qui assistaient à ces scènes de violence étaient considérés comme des témoins. Désormais, ils sont considérés comme des victimes, des co-victimes. Pour les raisons que je viens de vous indiquer, à savoir qu'un enfant qui évolue dans un environnement très défavorable où il y a beaucoup de violences commises, il est exposé à des scènes qui sont l'équivalent d'une scène de guerre.
Voilà, ça c'est l'impact est celui d'une scène de guerre au niveau neuronal en fait. Donc voilà, les violences intrafamiliales, c'est ce qui se passe souvent dans le secret, dans l'intimité, en vase clos. Voilà. Très bien. Si on fait le lien avec ce qu'il se passe sur le terrain, on va pivoter là sur la Corrèze. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Corrèze? Alors, la Corrèze a vraiment été un département que j'ai vraiment beaucoup aimé. Que vous aimez toujours? Que j'aime toujours. Que j'aime toujours parce que j'y ai rencontré des gens formidables, des gens incroyablement engagés. Et c'est vrai que ce podcast est quand même pour moi aussi l'occasion de leur rendre une forme d'hommage. La Corrèze a cette particulier que c'est un département somme toute assez petit, mais il y a 2 tribunaux. Il y a le tribunal judiciaire de Tulle, et qui est chef-lieu, puisqu'il y a la préfecture implantée à Tulle, et le tribunal de Brive-la-Gaillarde, avec une sous-préfecture. Distant d'à peu près une 30aine de kilomètres, donc c'est pas beaucoup. Ah non, c'est pas éloigné. Et ça semble très proche. Sauf que la réalité de terrain m'a vite fait prendre conscience que Tulle-Brive, pour certaines personnes, c'est le bout du monde. Et mon constat a été dressé là aussi dans le cadre des enquêtes judiciaires que j'avais à mener, parce que, pour vous donner un exemple tout simple, lorsqu'un enfant est victime de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles, de violences tout court d'ailleurs, graves, il peut être entendu dans ce qu'on appelle une unité d'accueil pédiatrique. C'est ce qu'on appelle une UAPED dans notre jargon judiciaire. Et cette UAPED, elle a la particularité de permettre à l'enfant de ne pas avoir à réitérer à de nombreuses reprises ce qu'il a vécu. Il le dépose une fois. De pas multiplier les traumatismes. Exactement. Il expose une fois ce qu'il a vécu. Il est filmé pendant son audition par un enquêteur qui va retranscrire son audition. À travers une glace sans teint, il y a des professionnels qui peuvent assister à cette audition-là, notamment des psychologues. Ça peut être intéressant de visualiser l'expression non verbale de l'enfant. Oui, des gestes. Le corps, en fait. Le corps parle, donc le psychologue peut regarder un petit peu ce qui se passe à travers la vie de sans teint. Un deuxième enquêteur peut assiste nécessairement à cet entretien et peut, dans l'oreillette, souffler à son collègue de poser telle ou telle question. Donc voilà, ça, ce sont des grandes avancées. Et après avoir été entendu, l'enfant est vu par un médecin légiste, ce qui lui évite d'avoir une énième fois réitéré ce qu'il vient d'expliquer. C'est un circuit qui est comme coordonné avec un accueil fait au préalable par une infirmière pédiatrique formée à l'accueil. Voilà, ça met en confiance l'enfant. Donc là, c'est tout un dispositif qui a été mis en place en Corrèze, qui existe ailleurs. Alors, qui existe dans de très nombreux départements en France. Et mon constat était de me dire que c'était formidable, mais c'était implanté à Tulle. Et moi, je n'en avais pas à Brive. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'au début, je demandais aux enquêteurs d'orienter les enfants vers l'UAPED à Tulle. Ah oui, ok. Mais c'est le bout du monde. Mais sauf que il y a des personnes pour lesquelles aller se rendre à Tulle était un frein. Quand vous êtes éloigné, parce que Brive et Tulle, c'est pas très loin, mais le ressort de Brive, il s'étend à d'autres communes loin de Brive. Et quand on doit rajouter ensuite la distance de Tulle, il y avait des parents, par exemple une mère qui veut accompagner son enfant à Tulle, qui n'était pas véhiculée. Donc, oui, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas véhiculées. Exactement. En zone rurale, c'est une réalité. Alors, on peut toujours envisager, ça existait, des dispositifs de taxi, on peut toujours imaginer des palliatifs, mais quand même, c'était un grand manque. Et puis, il y avait une autre réalité de terrain, c'est que Brive, même si c'était pas le chef-lieu préfectoral, il y a quand même un bassin de population très important. On avait énormément d'affaires sur le bassin de Brive et on ne se satisfaisait pas de cette absence. Donc l'idée est venue de dire pourquoi est-ce qu'on ferait pas à Brive une antenne UAPED. Ok. Et il aura fallu 2 ans et demi pour monter ce projet, mais nous y sommes arrivés. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allée voir le directeur du centre hospitalier de Brive. J'ai amené avec moi plein de gens dans mon escarcelle, juristes assistants, médecins légistes, psychologues, et on est allé prêcher pour notre paroisse en expliquant le besoin.
Et c'est là où j'ai rencontré des gens formidables, notamment Anne Fargeot, la pédiatre du centre hospitalier, chef de service de cette unité, Mélina Audevar, cadre de santé, qui est une femme formidable qui a aussi reçu très favorablement ce projet. Et on a réussi à monter une UAPED avec sur Brive. Sur Brive, en cherchant des financements. Ça a été la partie. Pourquoi c'est si long ? C'est long parce que y a beaucoup de freins administratifs. Et puis, il y a une réalité aussi, c'est que moi, j'arrivais avec mon projet magnifique en demandant au centre hospitalier de me laisser des mètres carrés dans un service déjà à l'étroit au profit d'enfants pour des enquêtes judiciaires. Donc, voilà. Ouais, quand on sait que c'est quand même un sujet qui est prioritaire. Alors, ça devrait pas. C'est un sujet prioritaire, mais l'hôpital, il a aussi besoin de ses salles de soins. Voilà, il y a des tas de réalités qui s'entrechoquent. Et puis, une UAPED, ça doit se faire dans des conditions qui sont quand même très normées. Il faut une glace sans teint, il faut du matériel, un matériel d'enregistrement. Oui, bien sûr. Il ne suffit pas juste d'une petite pièce au fond d'un couloir. Pas du tout. Et puis, il faut des gens, en fait, pour accueillir ces enfants. Il faut des gens formés, il faut des médecins qui soient d'accord avec ce dispositif. Et en réalité, il y a eu une véritable émulation locale et on y est parvenu. Ma grande satisfaction, c'est d'être passée il y a quelques jours au centre hospitalier de Brive pour tout à fait autre chose, d'être montée en pédiatrie et de pouvoir avoir un échange avec Anne Fargeot et Mélina Audevar et de voir que la structure fonctionne super bien. Donc voilà, ça c'est une vraie satisfaction de se dire qu'on a lancé quelque chose au profit des enfants victimes et que ça marche. Et ça, on pourrait avec du temps, de l'argent, des moyens, etc., le démultiplier sur d'autres territoires ? Alors, c'est existant dans la plupart des territoires. La difficulté, c'est que selon les territoires, c'est quand même à géométrie variable selon l'organisation en fait. Il y a des territoires où il faudrait encore des antennes UAPED pour les raisons que je viens de vous expliquer, parce que il y a souvent des UAPED sur le centre hospitalier chef-lieu du département, mais les départements peuvent être grands. Comme ici, non ? Comme ici, et donc ça pourrait être intéressant d'avoir des antennes. Alors justement, en Haute-Vienne, il y a une UAPED, mais sur des lieux qui sont éclatés. Et donc l'enfant n'est pas pris en charge sur une zone géographique unique. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Alors on a un projet avec le centre hospitalier et avec. Ça voudrait dire quoi là, une zone géographique unique ? En fait, l'enfant est pris en charge dès son arrivée sur le même site. Il est entendu dans une pièce. À côté, il y a l'examen sur la même unité et le psychologue qui va le voir. Tout ça sur un même endroit. Un même parcours. Un même parcours et surtout un parcours un peu privilégié, un peu cocon pour pas rajouter des violences institutionnelles à ce qui est déjà très compliqué pour un enfant. Donc notre projet en Haute-Vienne, c'est de pouvoir le concrétiser en 2026-2027 sur des bâtiments nouveaux, des bâtiments propres, rénovés, pour permettre cette unicité de lieu qui n'existe pas aujourd'hui. L'écueil localement, c'est qu'on a une équipe hyper motivée, des médecins qui sont très engagés, des cadres de santé, des infirmières, enfin vraiment des gens qui sont très soucieux de l'intérêt de l'enfant, mais qui sont en difficulté avec une absence de lieu dédié. Les salles sont pas au niveau. Voilà, il y a donc c'est des moyens financiers. C'est des moyens financiers, puis surtout c'est des mètres carrés. Et les mètres carrés en tension bâtimentaire actuelle en hospitalier, c'est une réalité. Chacun veut ses mètres carrés, c'est bien normal. Voilà. Donc la difficulté à Brive a été celle-là, d'arriver avec une super idée, mais de ne pas être finalement celle qui pouvait maîtriser le budget, la temporalité, l'immobilier. Quand elles disent que ça fonctionne bien, comment elles... je m'interroge là, comme ça. Comment elles mesurent ? Comment on mesure l'impact de cette structure ? Déjà, l'impact, il est très statistique. C'est-à-dire qu'en fait, elles accueillent, des enfants qu'elles voient systématiquement. Les enfants sont accueillis par une infirmière qui les met en confiance, il y a une petite salle d'accueil, et après, il est pris en charge dans tout un parcours. Parce qu'on n'a pas parlé de quelque chose, et on y viendra, c'est aussi le chien d'assistance judiciaire qui a été rajouté à ce parcours-là. Elles en voient en tout cas le bénéfice parce que l'enfant, quand il sort de là, quand il sort de ce parcours quand même qui est complexe, expliquer les violences que l'on a subies, souvent des violences sexuelles, être vu par un médecin légiste avec un examen qui est quand même malgré tout intrusif sur des enfants, c'est fait dans des conditions aussi idéales soient-elles possibles, évidemment, compte tenu du contexte, évidemment. Et ça, c'est pour des gens qui ont choisi de travailler en pédiatrie,
Forcément, c'est formidable que de pouvoir répondre à quelque chose de très difficile pour un enfant de la manière la plus douce possible. Alors, le chien d'assistance judiciaire, parce que je ne l'oublie pas. Qu'est-ce que c'est que ce chien? Alors, en Corrèze, la première étape a été de vouloir très vite monter cette UAPN, mais en fait, le parcours des mineurs victimes, il peut se faire de différentes façons et surtout, il peut être accompagné par des ressources. Le chien d'assistance judiciaire, c'est un chien qui est formé, il travaille, ce chien quand Un salarié. C'est ça, il est déployé par une association au bénéfice des victimes. C'est-à-dire qu'il accompagne la victime, soit en audition devant les services de police et de gendarmerie, soit au tribunal, par exemple. C'est uniquement pour les enfants? Pas forcément que pour les enfants, non, c'est tous les âges et toutes les victimes. Il y a le chien et non, toi tu n'as pas le droit. Travaille avec tout le monde. Et par exemple, j'ai assisté à un dossier d'assises très très douloureux avec un jeune homme qui était autiste et dont la présence du chien d'assistance judiciaire était très très rassurante pour lui. Vraiment, c'était difficile de comparaître, de venir en cour d'assises, d'expliquer ce qu'il avait eu à subir dans le cadre de violences sexuelles qui lui avaient été imposées. Le fait que le chien d'assistance judiciaire soit à ses côtés, c'est assez bluffant en fait quand on assiste à la scène. Au début, moi je le dis très honnêtement, quand le dispositif m'a été présenté par l'association, j'étais un peu sceptique. Beaucoup de collègues en juridiction qualifiaient le chien d'assistance judiciaire un peu de gadget. Voilà, ils étaient un petit peu perplexes. En fait, quand on voit l'apaisement créé par le chien d'assistance judiciaire, on est forcément convaincu. Moi, je vais vous donner un autre exemple. Un enfant, il n'a pas toujours spontanément envie de suivre un gendarme pour être entendu sur les faits. Avec l'animal, ça va mieux? Eh ben, en fait, l'animal, c'est finalement le lien. Et il y a des photos comme ça qui ont pu être prises par l'association France Victime 19. J'allais demander justement, c'est quelle association? C'est France Victime. C'est France Victime, des gens formidables sur le terrain qui ont porté ce projet et qui accueillent le chien parce que très concrètement, le chien, il faut bien qu'il réside chez quelqu'un. Donc, il est chez la psychologue de cette structure qui le garde à son domicile, mais qui le met à disposition des services judiciaires pour travailler. Et on a des photographies qui ont été prises où on voit l'enfant suivre le chien qui suit le gendarme. Voilà, c'est quand même assez beau de voir qu'il y a des outils qui sont déployés. Alors tout ça nous vient bien sûr du Canada, pays très en avance sur cette thématique de lutte contre les violences intrafamiliales. Donc voilà, le chien d'assistance judiciaire, il intervient aussi à l'hôpital. Donc ça, il a fallu aussi faire des protocoles parce que c'est pas forcément évident d'amener un labrador dans un service de pédiatrie. Donc il a fallu quand même expliquer et on a été là aussi très très bien reçus. Et puis on a mis un autre dispositif en place en Corrèze. Avec toujours cette association France Victime, c'est des consultations de psychologues sur réquisition du procureur. Donc moi, je sollicitais l'association pour qu'elle intervienne dès le stade de l'enquête, en fait, pour que des mineurs victimes qui exposeraient des faits de violence puissent bénéficier dès le stade de l'enquête d'une assistance psychologique. Et donc là aussi, on est allé chercher des financements pour pouvoir aider ces structures. Parce que là, ça répond aussi à un besoin criant, c'est que les CMP sont débordés. CMP? Oui, les centres médico-psychologiques, pardon. Merci. sont débordés sur le terrain et que les listes d'attente, c'est parfois 18 mois. Donc, un enfant qui est victime de violence, qui a besoin de consulter et qui se voit opposer des délais d'attente de plusieurs mois, voire années, c'est là où on se rend compte quand même. C'est Cécile, le mois dernier, qui est passée dans le podcast, qui est maire d'une commune dans l'Indre. Si je dis pas de bêtises, si j'ai une bêtise, je m'excuse, qui disait que elle manquait de psychologues, bien sûr, autour de chez elle, sur son territoire. Oui. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que, par exemple, pour France Victime 19, on était un petit peu désolé au début parce qu'on avait obtenu les financements, mais on avait du mal à recruter la bonne personne qui soit formée au psychotrauma et qui puisse aider les enfants. Donc voilà, ça on a réussi. Et puis je souhaite aussi citer d'autres structures qui vraiment se sont impliquées en ruralité. SOS Violence Conjugale qui porte un atelier. Ça s'appelle Des mots pour le dire. Et donc là aussi, ça répond à un besoin d'aider. Alors là, ce sont des femmes dans la parentalité avec des enfants qui ont été victimes et qui peuvent justement, par des mots, exprimer leur souffrance et essayer de les reconstruire. Ça, c'est un dispositif qui a été calqué
sur quelque chose qui a pu être fait en région parisienne par Karen Sadlier, qui est une psychologue vraiment réputée et très connue sur cette matière de la prise en charge du psychotraumatisme. Donc là, voilà, ce sont des associations présentes sur le territoire de la Corrèze qui l'ont aussi porté et développé localement. Et puis bien sûr la maison de soi également, qui est l'équivalent de la maison des femmes, qui est très connue sur Paris, à côté, en région parisienne. Région parisienne, ouais. Et là aussi, qui ont fait un travail très important avec le CIDF également. Oui, CIDF, oui. Voilà, toutes ces structures-là se sont imbriquées entre elles. Moi, mon constat quand je suis arrivée, c'est que finalement, je dressais un petit peu le diagnostic qu'il y avait beaucoup de choses de faites. Ça allait être ma question, c'était, je me permets avant de l'oublier, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'associations qui se démultiplient. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, ils se voient, ils se parlent pour essayer d'avancer dans la même direction et de pas faire des choses éclatées? Alors, c'était me posais la question. C'était justement mon constat en fait. C'était mon souhait, c'était de coordonner un petit peu le parcours des victimes et de favoriser la transmission aussi de signalements, parce que les associations, elles peuvent recevoir des personnes et pas forcément toujours savoir comment les orienter. Donc j'ai souhaité coordonner un petit peu tout cela, toutes ces initiatives, et essayer aussi de rapprocher les structures sur le plan local. Et ça a été ma grande satisfaction, notamment avec la maison de soi. C'est formidable parce qu'ils accueillent ces structures au sein de la maison de soi. Donc c'est finalement une maison des femmes. Donc là, on a un lieu plutôt. On a un lieu avec des partenaires qui interviennent tous, des structures associatives qui se parlent, qui échangent les informations. Et puis cet échange d'informations, il a par ailleurs eu lieu dans une autre instance qui là est tout à fait judiciaire, qui était pilotée par le substitut en charge de la lutte contre les violences intrafamiliales et qui coordonne l'échange d'informations sur une structure dédiée qui s'appelle un COPIL de lutte contre les violences intrafamiliales. Et là, tous les acteurs échangent entre eux les informations. Voilà, parce que avoir les informations chacun de son côté, c'est très bien. Oui. Non, mais après, ça part. Voilà, mais raisonner en tuyau d'orgue, c'est quand même. Je me disais, mais comment ils vont faire? Parce que si toutes les associations comme ça, elles se démultiplient, mais qu'à un moment donné, il n'y a pas une centralisation ou un chemin, une même direction. Et alors, tout ça, comment on fait le lien avec la MRF et le programme R? Alors, ça vient d'une insomnie et d'un podcast, la MRF et le podcast. Voilà, le podcast. Comme je suis vraiment très intéressée par cette thématique, mon œil a été attiré par un podcast qui s'appelait... L'œil ou l'oreille? Alors d'abord l'œil sur le titre et ensuite l'oreille. Comme quoi, faut pas négliger le titre aussi. Faut pas négliger le titre parce que le titre m'a donné envie de cliquer. Exactement. C'est violence dans nos campagnes, les entendez-vous? Et j'avais trouvé ça assez percutant. Donc j'ai cliqué, j'ai écouté et là j'ai découvert Dominique Chapuis. C'était très prenant, il y avait des témoignages de terrain là aussi, des initiatives locales formidables avec des personnes en ruralité qui acceptaient d'accueillir chez elles tout à fait. des victimes de violences intrafamiliales, ce qui déjà est quand même très courageux, et puis pas sans risque quand même non plus aussi. Donc voilà, c'est quand même, j'ai trouvé cette initiative formidable. Et surtout, donc, j'ai découvert Dominique Chapuis, l'élu. Alors, la femme, d'abord, qu'on sent très engagée on l'entend. Et puis, l'élu qui porte, qui coordonne et qui donne une visibilité aux actions de terrain. Donc, j'ai écouté ce podcast. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, ça a mûri. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je contacte Dominique Chapuis parce que lorsque j'ai écouté son podcast, ce qui m'a surtout convaincue, c'est en fait on sent qu'elle est extrêmement engagée, rien que dans la façon dont elle a de raconter ce qu'elle mène. Elle le vit. Elle le vit, elle le porte. Ouais. Et comme je suis un peu pareil, c'est-à-dire que je pense que je suis assez convaincue de ce que je fais, en tout cas j'y crois. Je me suis dit qu'il fallait quand même vraiment qu'on entre en contact. Et j'ai été évidemment extraordinairement bien reçue par Dominique Chapuis, qui a trouvé que ce que je souhaitais faire en Haute-Vienne, me rapprocher des élus, créer quelque chose autour de la ruralité, forcément ça lui parlait. Oui, ça fait sens avec ses actions. Exactement, ça fait sens et elle est très en avance dans l'Yonne. Elle a vraiment fait des choses qu'il n'y a pas en Haute-Vienne.
Et je lui ai demandé si elle accepterait de venir me rencontrer dans mon département, mais surtout au-delà de me rencontrer les élus locaux pour pouvoir non pas juste porter la bonne parole une fois et puis organiser une conférence et que tout cela, qu'on passe une belle journée, mais que ça retombe, plutôt de bâtir quelque chose sur le long terme. Voilà, donc elle a immédiatement accepté et donc là on est en train de construire une journée. Et donc cette journée, c'est la journée du 25 novembre, c'est ça exactement. On en parle de cette journée? Oui, allons-y. Cette journée donc est évidemment importante puisque ça va être une journée référence dans la lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai demandé à Dominique Chapuis de bien vouloir monter avec moi un dispositif autour de cette journée pour pouvoir essayer d'emmener avec nous les élus de terrain sur le dispositif R, qui est pas encore mis en œuvre en Haute-Vienne, donc élus référents égalité en ruralité, et essayer de former déjà nos élus. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte à titre personnel et individuel que lorsque je rencontre des élus sur le terrain, que ce soit dans le cadre de réunions ou même d'audiences solennelles de rentrée, ils reçoivent plutôt favorablement mes souhaits de rencontre et de formation. Mais il y a quand même une réalité, c'est que les élus savent pas toujours mais quoi faire, des confidences ou des constats qu'ils peuvent dresser eux-mêmes dans leur commune. Un élu, il est quand même souvent seul face aux problèmes, en fait. Oui, je le remarque en rencontrant voilà, maires. et encore plus en zone rurale, en fait. Donc, il y a plein de bonnes volontés. Il faut quand même pouvoir leur donner les clés pour savoir quoi faire, comment faire, les orienter. Avec qui? Et puis, il y a aussi des craintes parce que les élus savent pas s'ils peuvent, s'ils doivent porter à la connaissance du procureur des violences dont ils auraient connaissance, comment le faire, dans quelles conditions, à partir de quand, quelles sont les conséquences. Et donc, c'est à moi, procureur, de les aiguiller, de les rassurer, de les accompagner. Donc, cette journée du 25 novembre va être tournée sur la lutte contre les violences en ruralité. On va faire venir des professionnels pour expliquer, alors sur un plan déjà juridique, ce que sont des violences intrafamiliales, dans quelles conditions signaler. La pédagogie, pourquoi. Et puis après, il y a tout un volet médical, parce que je pense que c'est important aussi qu'ils comprennent que les violences, ça se voit et parfois ça se voit pas, notamment lorsque l'on est sur les notions de psychotraumatisme, de violences économiques, par exemple. J'allais dire les violences économiques. Les violences psychologiques, voilà. C'est vrai que lorsque l'on parle de violence, contrôle coercitif. Exactement, le contrôle coercitif. Quand on parle de violence, traditionnellement, les gens imaginent des coups. C'est la même chose pour le viol, où dans l'imaginaire, le viol, ça se passe la nuit dans une ruelle avec un inconnu. Voilà, il y a des sortes de clichés comme ça. Oui, des idées reçues, des clichés, des idées reçues, des images. Et donc, notre rôle, c'est d'expliquer que les violences, elles prennent des tas de formes et qu'il est important quand même d'y être formé. Et puis, le 25 novembre, ce sera aussi l'occasion de... Alors, au-delà du dispositif R et le souhait de déployer des sentinelles, des relais sur toute la Haute-Vienne, de présenter un projet qui me tient à cœur, qui est celui du Médicobus. Superbe transition, c'était ma prochaine question. Ah ben voilà, c'est parfait, Sandrine. Je fais en plus tes transitions. Je pense que je vais partir. Non, en fait. Je vais vous laisser. Vous appuierez sur stop. Puisque là aussi, c'est une initiative absolument formidable que j'ai découverte dans la presse, en fait, de médecins et soignants qui se sont réunis en CPTS. Donc, j'ai découvert ce que c'était qu'une CPTS, une communauté professionnelle territoriale de santé, où les acteurs de santé se regroupent tous ensemble au profit du territoire pour travailler ensemble. Et c'est ce que je ne cesse de dire depuis le début, c'est qu'en réalité, il faut vraiment qu'on travaille ensemble, qu'on tisse un maillage. Moi, pour pouvoir détecter des violences et pour pouvoir y apporter une réponse, qu'elle soit pénale ou civile d'ailleurs, il faut quand même, et c'est un préalable, que j'en ai connaissance. Et c'est peut-être ça qui me manque aussi encore aujourd'hui, notamment en ruralité, c'est d'avoir connaissance des violences de quelque nature qu'elles soient. En lisant un article dans la presse locale, je découvre que ce Médicobus sillonne tout le nord du département, qui est considéré comme un désert médical, puisque c'est le terme qui était employé dans la presse, et qu'il y a des professionnels très engagés qui, dans un bus aménagé, sillonnent des communes. Il y a même des crèches maintenant, dans les bus comme ça. Ah, il y a des crèches, oui, je l'ignorais. Il y a des crèches aussi maintenant. Ah bah voilà, donc du coup, ils sillonnent tout le nord du département.
avec des sages-femmes, avec des médecins, des gynécologues, et ils rencontrent des populations qui soit n'ont pas de médecin traitant, donc n'ont vraiment pas accès aux soins, soit des médecins qui sont pas disponibles, et du coup ce sont des consultations qui répondent à des besoins urgents. On s'est rencontrés, je les ai contactés là aussi en leur demandant s'ils accepteraient de travailler avec moi. Alors, ça m'a fait rire parce que j'ai su que le coordinateur de cette structure, au début, quand je l'ai appelé, s'est un peu inquiété en se disant: «Pourquoi le procureur m'appelle? Est-ce qu'on a fait une bêtise avec notre médicobus?» Donc j'ai trouvé ça assez touchant. Puis après, quand j'ai expliqué le dispositif, là aussi, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont vraiment, un vrai souhait de répondre à un besoin de service public qui, moi, me parle beaucoup, en fait. Et il y a plusieurs initiatives en France, puisque des médicobus, je pense qu'il y en a maintenant, alors je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas plus d'une dizaine. Enfin, je crois qu'il y en a plusieurs qui sillonnent la France. Localement, elle est partie du docteur Baudot, qui est un médecin généraliste qui a son cabinet en zone rurale, qui est par ailleurs professeur en fac de médecine, et qui, je ne sais pas où il trouve le temps, mais s'est donné aussi pour mission de créer cette CPTS et de sillonner avec son médicobus. Et là aussi, j'ai été reçue par vraiment des professionnels extraordinaires qui ont trouvé l'idée super. Le but, en fait, c'est que comme eux, ils ont accès à une population rurale assez isolée, c'est de les former à la détection des violences intrafamiliales et de pouvoir lors des consultations, de pouvoir détecter ces signaux faibles, et de pouvoir me relayer, le cas échéant, des situations qu'ils considèrent comme inquiétantes. Comment on a connaissance du passage du médicobus en ruralité? Alors, c'est très bien fait parce qu'ils ont une plateforme avec des prises de rendez-vous. Ils ont un site internet avec une plateforme où on peut prendre des rendez-vous. Et Doctolib du médicobus. Voilà, exactement. C'est un équivalent qui s'appelle Maya. Et on peut prendre des rendez-vous. Ils ont un calendrier qu'ils publient. Et que ce soit par la presse locale ou par leur site internet, on connaît en fait à l'avance le planning de consultation. Les habitants de la commune le connaissent par la mairie peut-être, je sais pas, il y a des affichages. Alors, pareil pour eux. J'imagine. En tout cas, je sais que leur site internet fonctionne bien et qu'ils ont pour le moment plutôt fait le plein sur les consultations. Parce qu'il faut quand même avoir connaissance avant d'aller sur le site. Tout à fait. Alors c'est une initiative qui est récente. Ils l'ont créée au mois de mars. Ça commence tout juste. Des premiers retours qu'on a pu avoir ensemble et des premiers échanges, ça a l'air plutôt de très bien fonctionner. Puis après, le bouche à oreille fonctionne bien en ruralité. Exactement. Tout le monde sait. Tout à fait. Exactement. On est sur les dernières parties. Oui. Comment lutter contre la solitude des femmes en milieu rural? Même si pourtant, moi, je me sens pas si seule que ça en milieu rural, mais je pense qu'il y en a quand même. Alors, pour ma part, je pense n'avoir la légitimité de vous répondre que sur l'aspect vraiment judiciaire. Oui, bien sûr. Ce qui est absolument important, c'est que pour que ces femmes se sentent moins seules sur cet aspect judiciaire, notamment dans la révélation d'éventuelles violences, c'est qu'il y ait des relais, en fait. C'est vraiment, à mon sens, la clé de voûte d'un dispositif qui aujourd'hui est déjà, qui ne part pas de rien. Il y a des gendarmes en ruralité, il y a des relais. Mais force est de constater qu'ils sont insuffisants. Et c'est pour ça vraiment que je souhaite mettre en place le dispositif R localement, parce qu'il y a un manque. Quel rôle pour les femmes élues, les professionnels et le collectif? Bon, je pense que on vient d'y répondre, finalement. Oui, alors en fait, il y a beaucoup de femmes élues que j'ai rencontrées qui souhaitent participer au projet. Au début, lorsque j'ai présenté le projet à titre individuel à certains maires que je rencontrais, j'avais peur qu'ils le prennent comme un élément un peu lourd, supplémentaire à un carcan qui est quand même déjà très présent dans nos organisations administratives. Et en fait, au contraire, je me rends compte que ça répond à un besoin. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que les élus se sentent quand même souvent seuls, désarçonnés face à des situations dont ils ont parfois connaissance, ne serait-ce que par les écoles. Les écoles, oui. Les écoles sont quand même un relais important et ce partenariat, je l'ai aussi avec l'éducation nationale. On n'en a pas parlé, mais c'est un travail que je fais aussi avec l'éducation nationale. Pour avoir rencontré récemment le directeur d'académie locale, on a aussi ce levier de signalement qui est fondamental dans les écoles. Il y a un chiffre que l'on oublie quand même, mais qui me semble important de rappeler. Il y a 3 enfants sur 30 quand même dans une classe qui sont victimes de violences sexuelles. Quand on le dit comme ça, finalement ça semble très concret. Et pour en avoir discuté avec les enseignants, c'est des choses qui pour eux semblent incroyables.
ne semble pas possible. Pourtant, nous, c'est notre réalité, c'est la réalité statistique. Et dans l'immense majorité des cas, quand même, c'est dans le milieu familial. Donc voilà, ces relais-là, ils sont importants, il faut les travailler, il faut les accompagner, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur le fait de signaler à la justice. Quand on signale à la justice, là aussi dans l'imaginaire, on imagine souvent que les enfants vont être placés, Oui, ils vont être retirés. Ça fait peur, en fait. Ça fait peur, en Ouais. fait. C'est très engageant. Exactement. Et c'est à nous d'accompagner les élus, les enseignants et d'expliquer qu'il y a toute une grille proposée De par possibilités. mais Ouais, complètement. Oui, je comprends. Ça va de l'évaluation de la structure familiale, ce qu'on appelle une évaluation sociale, qui est menée par les travailleurs sociaux du conseil départemental, pour voir si la famille a des ressources pour accompagner l'enfant ou si au contraire, mais il faut qu'on saisisse un juge des enfants. Pour des violences qui seraient commises par exemple par un parent sur un enfant, ça dépend de la gravité des violences, mais on ne va pas tout de suite cranter sur les réponses pénales les plus graves. Oui. Il peut y avoir aussi des alternatives aux poursuites, avec par exemple des stages de sensibilisation parentale pour essayer d'engager les parents sur ce que c'est que la parentalité sans violence, par exemple. Et puis pour les faits les plus graves, bien sûr, là l'institution judiciaire, elle est aussi là pour répondre fermement aux situations les plus graves. Donc on peut envisager des comparutions immédiates, En fait, c'est à nous de faire preuve de pédagogie aussi auprès de nos partenaires pour pouvoir dédramatiser le signalement. Souvent, quand on l'explique, quand on bâtit cette relation de confiance, c'est finalement là où ça fonctionne. Ce sont d'abord des relations interpersonnelles et puis après, ce sont des processus que l'on met en place. Et ce que j'ai pu faire en Corrèze me démontre que ça fonctionne, puisque lorsque les gens ont compris comment fonctionner et que ces relais sont créés, ça marche. Je pense au violentomètre, Oui, qui est mis dans les écoles tout à pour fait. les enfants, Tout à fait. et où justement Cécile a expliqué que c'est un enfant à montrer sur le violentomètre ce qui se passait. C'est comme ça que... Tout à fait. Alors j'ai récemment visité un lycée professionnel en Haute-Vienne et j'ai trouvé ça absolument formidable. Le violentomètre, il est présent sur les marches des escaliers Ah oui. du lycée. Et c'est très bien fait parce que tous les jours on est imprégné et les élèves sont imprégnés finalement de ce violentomètre au quotidien. Donc oui, ça peut être un auprès repère. des adolescentes, c'est bien. Exactement. Est-ce que vous avez constaté un engagement croissant des femmes sur ces questions? Oui, alors il y a un vrai engagement et notamment des élus en ruralité. On a réalisé localement une formidable exposition autour du travail de la photographe Julie Varroquier et j'invite d'ailleurs vos auditeurs à se rendre sur son site pour découvrir son travail. Et c'est une exposition que j'avais initiée en Corrèze en fait. Là aussi, c'est une rencontre, des photos qui m'ont parlé autour de son travail. J'ai mené un projet plus conséquent en y accolant une conférence avec un médecin légiste, un sociologue et une juriste. Et puis, on a travaillé avec les lycées. Les lycées professionnels, j'y tenais beaucoup parce que je trouve que c'est un public qu'on oublie en fait. Ah, j'allais dire, c'est les laissés pour compte. Exactement. Un peu. Et en fait, ils ont plein de choses à dire. Donc, on a travaillé avec eux les photographies de Julie de Varroquier et on a eu des restitutions vraiment extrêmement enrichissantes. J'ai calqué ce projet en Haute-Vienne et là, encore récemment, pas plus tard que cette semaine, j'ai une élue qui m'a contactée pour me demander si il serait possible d'amener Julie de Varroquier dans sa mairie Très bien. et d'amener son travail. Donc on voit qu'on essaime comme ça auprès d'élus de terrain des projets. Et ils s'approprient en fait finalement ce qu'on fait. Oui. Donc donc beaucoup plus d'engagement. Plus De d'engagement. soutien. Et puis là, pour préparer la journée du 25, autre exemple très concret, nous avons souhaité solliciter des élus pour voir si le projet recevait déjà un accueil plutôt favorable ou si toute seule dans mon bureau j'avais cette idée et que ça n'avait aucun écho. Et en fait, on a vraiment beaucoup d'élus, femmes mais pas seulement, qui nous ont fait part de leur souhait de participer. Donc ça, c'est quand même très bon signe. En fait, on voit que les gens sont plutôt de bonne volonté, qu'ils ont besoin, et là, c'est mon rôle de procureur, de coordonner. 3 dernières. Oui. Quelle est votre vision de la ruralité pour les années à venir?
C'est très vaste comme question. Moi, je pense qu'il y a que la ruralité, elle est pleine de surprises et pleine d'initiatives. En fait, on ne connaît pas tout ce qui se passe en ruralité, c'est un tort. L'exemple que je vous ai cité sur le médicobus. Quand vous dites on ne connaît pas, qui ne connaît pas? Mais nos concitoyens ne connaissent pas. Et moi-même, vous voyez, le médicobus, c'est en lisant la presse que j'ai découvert cette initiative formidable. En fait, la ruralité, elle foisonne de bonnes idées. Et loin des clichés que l'on peut avoir, qui sont véhiculés sur la ruralité. Voilà. Moi, je pense que de très belles initiatives peuvent se jouer en ruralité. En ruralité, ces initiatives, en plus, elles s'inscrivent. Dominique Chapuis, elle parle des trois petits bouts de ficelle. En fait, quand on est dans une situation d'isolement ou de relatif isolement, parce que c'est pas que l'isolement, la ruralité. Je souhaite pas que ce soit ce qu'on en retienne, mais il y a quand même une réalité de terrain qui fait qu'il y a c'est moins dense en termes de relais. Quand on a moins de moyens et que c'est moins dense, il faut quand même aussi être très créatif. Donc, je trouve que la ruralité aussi, elle favorise la créativité. Alors là, je suis complètement d'accord. Voilà. Une page blanche sur laquelle on peut écrire plein de choses. Exactement. Beaucoup de choses ont déjà été faites, notamment en ville. On a considérablement amélioré, alors dans le domaine qui est le mien, la prise de plainte à l'hôpital, les associations qui sont très présentes. Il y a plein de choses qu'on peut faire en ruralité et la créativité, ce sera vraiment, je pense, la clé. Et le vide de la campagne favorise la créativité. Quelles sont les priorités pour protéger femmes et enfants ? Les priorités, on tourne toujours un petit peu finalement autour de la même thématique. Ce sont les relais, une meilleure prise en charge. Alors il y a quand même quelque chose qui me semble important de préciser, qui est pas forcément propre à la ruralité, mais qui s'inscrit dans tout ce dont on a parlé au cours de cet entretien. C'est la nécessité d'être meilleur dans la prise en charge, notamment psychologique. Alors, c'est un besoin qui est déjà très présent en ville. Il est sans commune mesure en ruralité, où on verra rarement un psychologue ou un psychiatre s'établir en zone rurale. Ça, c'est quelque chose que je trouve quand même très problématique, parce que lorsque l'on est victime de violences intrafamiliales, et d'ailleurs victime tout court, en fait, c'est quand même bien de pouvoir aller déposer sa parole quelque part. Nous, on travaille avec énormément de partenaires soignants, donc psychologues et psychiatres, et ce besoin, il est vraiment criant. Donc voilà, ça, ce serait quand même bien de pouvoir déployer un meilleur réseau de soignants. C'est peut-être un vœu pieux, mais en attendant, la psychiatrie a été nommée par notre gouvernement présentée comme une cause prioritaire. Là, je ne peux qu'adhérer, en fait. En tant que professionnel du droit et de justice, moi, je considère que pour être meilleur, il faudrait aussi développer cet axe-là. J'ai envie de dire, pour conclure notre conversation, dans les nouvelles filles de la campagne, enfin en tout cas, les auditorices, 75% de femmes, 25% d'hommes, il y a quand même des hommes qui nous écoutent. Mais pour toutes les nouvelles filles de la campagne, ces femmes qui écoutent ces portraits, ces témoignages de femmes qui ont choisi de vivre en ruralité, qui ont fait des changements de vie, des changements de profession, ou pas forcément, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? En tout cas, que pour l'aspect judiciaire, nous sommes là pour les aider si elles rencontrent des difficultés. On a parlé des violences faites aux enfants, des violences intrafamiliales. Il y a une partie de la population qu'on n'a pas du tout évoquée, qui est celle des femmes âgées en ruralité, qui sont encore plus invisibilisées que tout le reste de la population. Voilà, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à se saisir des relais de terrain. Nous, on est là pour les accompagner. On a des situations de violence qui sont commises dans des couples très âgés. Oui, j'ai entendu ça. En zone rurale, et pour lesquels on arrive à trouver des solutions. Alors c'est vrai que dans l'immense majorité des cas, ce sont des violences qui sont commises par des hommes sur des femmes, même si évidemment il y a des tas de contre-exemples et que je ne souhaite pas du tout genrer mon propos. Mais on a aussi des solutions pour ces personnes-là, et on a plein de moyens de sortir le conjoint violent du logement. Voilà, donc mon souhait, c'est de dire à toutes ces femmes en campagne de ne pas hésiter à pousser les portes. Vraiment, on est là pour les aider. Ou à leur relayer, parler. Ou à le relayer, bien sûr. Relayer, parler. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Émilie. Merci beaucoup. Sandrine.
Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!